Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour un webinaire destiné au numéro national de prévention du suicide, donc le 3114. Et nous sommes également très heureux d'accueillir dans ce cadre la mission nationale d'appui à la mise en place du numéro national de prévention du suicide, le docteur Christophe Debien et le docteur Manoni, qui sont également responsables du pôle national situé au CHU de Lille. Nous sommes également ravis d'accueillir le docteur Pichenet et son équipe, responsable du centre répondant en Grand Est, centre qui est situé à Nancy, porté par le centre psychothérapique de Nancy et localisé géographiquement au sein du SAMU du CHU CHU de Nancy, donc au sein du SAMU de Meurthe-et-Moselle. Donc nous sommes là ce soir pour parler de ce dispositif, de ce numéro qui a été mis en place donc, sur le territoire national, parler de son organisation nationale et locale. Et dans ce cadre, donc, nos intervenants vous présenteront plus précisément ce dispositif. Ce numéro, il se met en place dans le cadre d'une stratégie plus globale, dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale multimodale du suicide. Et il a vocation à être déployé sur l'ensemble du territoire national, en totale articulation avec les dispositifs existants. En Grand Est, la thématique de prévention du suicide représente un axe majeur de notre feuille de route régionale santé mentale, feuille de route qui a été élaborée avec l'ensemble des partenaires et des professionnels impliqués dans le champ de la santé mentale, en parfaite cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé et de la feuille de route nationale de la santé mentale et de la psychiatrie. Tout cela vous sera présenté un petit peu plus tard. Donc cet axe de prévention du suicide en Grand Est, qui vise à promouvoir le bien-être mental, à prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et bien sûr prévenir le suicide, a bien sûr vocation à se décliner territorialement, notamment au sein des projets territoriaux de santé mentale qui sont élaborés en Grand Est à l'échelle des départements. Ces projets territoriaux de santé mentale, ils ont mobilisé et ils mobilisent l'ensemble des acteurs et des professionnels qui interviennent dans le champ de la santé mentale, mais au sens large, qu'ils soient du champ sanitaire, médico-social, social, éducation nationale, justice, bailleurs sociaux, associations bien sûr de patients et de familles. Bref, tous les acteurs sont concernés par l'élaboration de ces projets territoriaux de santé mentale. Donc les interventions de ce jour vont donc vous permettre et nous permettre de mieux comprendre le dispositif, de l'utiliser, de le promouvoir dans votre pratique quotidienne. Et donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions de façon à être plus au clair et pouvoir ensemble contribuer au déploiement de ce numéro. Je vais donc laisser la parole à ma collaboratrice, à ma collègue, le docteur Lydiana Munroll, pour la suite des présentations. Bonsoir à tous. Donc, je suis Lydiana Munroll, je suis médecin de santé publique à l'Agence régionale de santé Grand Est et notamment sur la thématique de la prévention du suicide. Donc, l'objectif de ma présentation très rapide ce soir, avant de passer la parole au centre répondant national et régional, c'est de resituer finalement ce numéro national de prévention du suicide, le 3114, au sein de la stratégie multimodale de prévention du suicide. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc la prévention du suicide, vous le savez, c'est un enjeu de santé publique. Donc en région Grand Est, on sait qu'on a un décès par suicide toutes les 12 heures et que toutes les 80 minutes, il y a un passage aux urgences et une hospitalisation complète pour ces mêmes raisons. Les données de Santé publique France publiées en 2019 disaient qu'en 2017, un habitant sur 20 du Grand Est déclarait avoir eu des pensées suicidaires au cours de l'année et un habitant sur 12 déclarait avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de sa vie.
Depuis septembre, Santé publique France publie tous les 2 mois un point épidémiologique santé mentale. Donc, vous avez les coordonnées ici pour pouvoir les consulter. Et les dernières données de décembre 2021 montrent que la fréquence des passages aux urgences pour idées suicidaires est en augmentation, toutes classes d'âge confondues, avec quelque chose d'encore plus marqué pour les 11-17 ans, où le nombre mensuel moyen est en hausse et atteint le niveau le plus élevé depuis les 4 dernières années. Donc, diapositive suivante. Donc, tout ça pour dire que c'est pas quelque chose de rare et ça nécessite qu'on puisse s'y intéresser. Et donc, suite aux préconisations de l'OMS de mettre en place une stratégie globale, la France a décidé de déployer une stratégie multimodale de prévention du suicide qui s'est incarnée à travers la feuille de route santé mentale et psychiatrie. Et donc, cette stratégie multimodale, finalement, elle vise à mettre en place concomitamment plusieurs axes qui se veulent complémentaires. Donc, ces axes, c'est le dispositif vigilance, que vous connaissez peut-être déjà, des formations sur la thématique de la prévention du suicide, la prévention de la contagion suicidaire qui se mettra en place prochainement, et puis ce numéro national de prévention du suicide, le 3114. Donc, je vais vous détailler très rapidement ces différents axes. Donc, diapositive suivante. Le premier, c'est Vigilance. Donc, Vigilance, c'est un dispositif de recontact pour les personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc, c'est vraiment l'idée de rester en lien. Et en Grand Est, on a donc 3 centres. Nancy, qui est centre coordonnateur, et puis Reims et Strasbourg, qui sont des centres vigilance qui se coordonnent donc au niveau de la région. On a un déploiement qui est progressif sur l'ensemble de la région parce qu'évidemment, ça nécessite un partenariat fort avec l'ensemble des acteurs et notamment les services d'accueil des urgences, mais pas que, toute la psychiatrie évidemment et les autres acteurs. Mais vous voyez que c'est déjà très actif puisqu'en 2020, on avait presque 1500 inclusions dans le dispositif en Grand Est. Donc, diapositive suivante. Au niveau de la formation, ce sont les formations GEPS qui se déploient. Donc, c'est de la même façon une impulsion nationale, donc une formation nationale qui se déploie avec des formateurs nationaux. En région, on en a 2, que sont le docteur Pichenet et le docteur Fabienne Légier. Et ces formateurs nationaux, en fait, en cascade, vont former des formateurs régionaux qui eux-mêmes vont déployer les formations. Au niveau de la région, on a déjà un bon pool de formateurs. L'année qui vient de s'écouler a été dédiée à la formation de ces formateurs régionaux. Et maintenant, on va s'attacher au déploiement de ces formations, donc qui ont l'avantage de pouvoir se décliner, quel que soit finalement le profil ou l'antériorité des personnes sur la thématique, puisqu'il y a 3 niveaux. Un niveau sentinelle, qui vise vraiment à repérer la souffrance des personnes et à pouvoir orienter. Donc, ça peut être destiné aux citoyens ou à des professionnels. Un niveau 2 qui est sur l'évaluation, c'est-à-dire ça va être plus pour les professionnels de premier recours, savoir évaluer le risque suicidaire et orienter les personnes. Et le niveau 3 qui là est vraiment de la gestion de crise suicidaire pour plutôt les professionnels de la santé mentale ou qui prennent en charge des personnes en crise suicidaire. Donc, on vous a mis le lien. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur ces formations, les différents types, et aussi comment vous inscrire ou comment demander ces formations. Et donc, j'en arrive, diapositive suivante, à ce qui nous intéresse plus particulièrement 3114, mais qui, comme vous le voyez, fait partie d'une stratégie plus globale, qui est le numéro national, qui s'est donc déployé nationalement, qui a été mis en place le 1er octobre, avec des centres régionaux. Et le Grand Est était, grâce au dynamisme des acteurs, dans la première vague d'ouverture des centres. Vous voyez que c'est déjà très actif, puisqu'en un peu plus de 2 mois d'activité, il y a eu 960 appels qui ont été gérés par ce numéro. Et ce qui est vraiment important de souligner, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va venir en plus ou à la place d'eux, mais c'est vraiment une coordination, une action conjointe avec tous les acteurs du territoire qui sont déjà en place, que ce soit les professionnels libéraux, les associations, le monde de la psychiatrie, les CMP, mais aussi les SAMU Centre 15. Et c'est vraiment un nouveau dispositif complémentaire à d'autres, comme peut l'être les associations d'écoute telles qu'SOS Amitié ou Fil Santé Jeunes. Donc voilà pour mettre un petit peu le cadre de ce dispositif, et je laisse maintenant la parole aux centres répondants qui vous expliqueront tout dans le détail. Bon webinaire et merci. Merci beaucoup.
Donc, on vous propose de vous présenter l'ensemble des présentations et puis de passer ensuite aux questions. Vous aurez bien sûr toutes ces présentations qui seront envoyées à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Et donc, je passe la parole à l'équipe nationale, Dr Debien et Dr Manoni. On vous passe la parole. Chantal ? Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Moi, je vais me présenter dans un premier temps. Donc, je suis le docteur Manoni, je suis médecin de santé publique. J'ai intégré donc l'équipe nationale en mai pour mettre en œuvre effectivement ce beau projet. Et je suis en charge plus spécifiquement de trois axes de travail sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Christophe ? Donc moi je suis le docteur Debien, je suis psychiatre au CHU de Lille et j'ai intégré l'équipe officiellement en mai, mais on a commencé déjà à travailler en mars un petit peu. Et je suis chargé du pôle déploiement des centres régionaux, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il y a plusieurs centres régionaux, même si le numéro est national, et de l'animation de ce réseau qui est en train de se mettre en place. Et vigilance, ta deuxième casquette. Oui, j'ai presque oublié ça. Par rapport à tout à l'heure, effectivement, je suis à 50% sur aussi vigilance, et notamment très attentif aux articulations entre ces deux dispositifs qu'il ne faut pas confondre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Du coup, là, on va vous présenter un peu des éléments de contexte qui nous paraissent importants et puis on va très vite aller sur la description de ces centres répondants avec Christophe et puis plus tard avec l'équipe de Madame Pichenet. Du coup, on veut souligner l'impulsion politique qui existe depuis mars 2016 autour de la prévention du suicide et qui vient corroborer des travaux qui en cours depuis une vingtaine d'années au moins en France. En mars 2019, un élément important, c'est l'évaluation par le Haut Conseil de la santé publique de l'ancien plan d'action prévention du suicide qui comportait 49 actions. Donc on avait un peu de mal à mettre en œuvre. Suite à cette évaluation, donc il a été décidé de recentrer les actions autour d'actions qui ont fait leurs preuves, donc à partir d'une revue de littérature et de contact avec un certain nombre d'acteurs et de pays qui sont bien engagés dans la prévention du suicide. Tout ça pour aboutir du coup en septembre 2019 à une première instruction du ministère qui posait les jalons du coup d'un certain nombre d'axes de travail à déployer en région à travers les agences régionales de santé. Et puis en décembre 2020, pour compléter ces actions, un appel à projet a été lancé pour justement mettre en place ce numéro national de prévention du suicide. C'est l'équipe de Lille du coup qui a remporté cet appel à projet, mais vous allez le voir avec de nombreux partenaires qui sont associés à ce projet. Alors, diapo suivante. On y reviendra plus précisément. L'émission du DZNPS, déjà dire à qui s'adresse ce numéro. Donc le numéro 3114 s'adresse évidemment aux personnes concernées, mais elle s'adresse aussi aux proches et à l'entourage de ces personnes et aux professionnels. Donc, vous tous pouvez être concernés par le 3114 et vous pouvez l'utiliser pour divers types de situations sur lesquelles on reviendra. Alors, le périmètre du 3114 est assez large, mais en même temps, il est quand même centré sur la question des idées suicidaires. Et depuis le début de leur apparition jusqu'à l'ACME qui peut être la crise suicidaire et donc la prise en charge des personnes qui présentent un risque imminent de passage à l'acte. Et le numéro s'adresse aussi aux personnes qui ont été témoins d'un passage à l'acte, d'un décès au cours d'un suicide. Du coup, la palette est assez large et vous allez voir comment on développe ces différents axes. Alors, diapo suivante.
Donc, je vous disais que le numéro national et le projet qu'a présenté le CHU de Lille étaient aussi organisés autour de partenariats forts. À commencer par les SAMU, bien évidemment, à travers le professeur Goldstein, les médecins généralistes, à travers le professeur Binder, mais aussi avec la DESM qui a soutenu le projet, hein, notamment autour de tous les établissements spécialisés en psychiatrie. Ces partenariats s'articulent aussi avec le CHU de Brest, qui est plus spécifiquement chargé du développement du système d'information sur lequel s'appuient les centres répondants. Le CHU de Montpellier aussi, avec Philippe Courtet, qui est plus en charge des relations internationales autour de la prévention du suicide. Et puis, les partenariats avec le GEPS, puisque un pôle de formation assez important existe déjà et se diversifie, on le verra tout à l'heure, avec des formations dédiées pour les répondants des centres régionaux. On a aussi des partenariats un peu plus spécifiques avec Santé Mentale France, notamment pour travailler la question de la réponse pour des personnes qui sont porteuses d'un handicap psychique. Et puis avec tout le réseau qui travaille auprès des sourds et malentendants, de manière à adapter la qualité de la réponse pour ces publics, mais aussi travailler les interfaces techniques qui sont nécessaires pour ce public. Diapo suivante. Donc, le pôle national s'organise autour de 10 pôles, 10 sous-pôles, on pourrait dire. La plupart des pôles sont des pôles qui travaillent au bon fonctionnement des centres régionaux, dont le déploiement est donc coordonné par Christophe Debien. Ces pôles aussi s'appuient sur un travail étroit avec les agences régionales de santé, puisque ce numéro national et les différents projets qui sont portés ne doivent pas se déployer comme ça ex nihilo, mais doivent s'articuler et de façon étroite avec les agences régionales de santé au niveau régional et la DGS au niveau national, bien entendu. Nous avons aussi un axe plus précis autour du développement du chat et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, cet axe-là ne fonctionne pas, mais il est prévu qu'en 2022, cet axe soit opérationnel. Et puis, l'axe postvention avec plusieurs volets. D'une part, des formations pour la prise en charge et les aspects cliniques de cette prise en charge pour les personnes le nécessitant. Et puis, la postvention d'un point de vue plus collectif avec l'élaboration de recommandations pour la mise en œuvre d'équipes dédiées à la postvention dans un certain nombre de milieux, que ce soit des milieux éducatifs, des milieux de soins, etc. Donc, ces pôles s'articulent tous les uns avec les autres, hein, puisqu'ils sont interdépendants. Et il y a un pôle aussi dédié à l'articulation avec les dispositifs d'écoute, donc les associations type SOS Amitié, SOS Suicide Phoenix, etc., pour lesquelles nos actions sont évidemment complémentaires. Du coup, je te laisse, Christophe, préciser un peu concrètement ce que sont les centres répondants. Merci Chantal. Diapositive suivante. Alors, au tout début de l'élaboration du projet que nous avons présenté au nom du CHU de Lille, mais vous l'avez bien compris, en étroite collaboration avec d'autres établissements. On aime bien toujours travailler en étroite collaboration. Nous avons tout de suite éliminé l'hypothèse de faire un seul centre répondant qui serait situé dans une grande ville de France. Mais au contraire, l'expérience de vigilance et puis l'expérience clinique, en fait, tout simplement, nous a montré l'importance, la nécessité d'une articulation à un niveau territorial. Alors, restait à définir ce qu'était le territoire et on a décidé que le territoire, ça serait la région. Donc, l'idée, c'est de créer un centre de réponse par région. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui encore, mais à terme, donc je pense
d'ici fin 2022, il y aura un centre par région au minimum, puisqu'il y a 2 régions qui ont déjà 2 centres, hein, la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une énorme région, donc il y a Bordeaux et Poitiers, et puis la région PACA, qui est une région énorme là en nombre d'habitants, qui comporte Lyon et Saint-Étienne. Si vous regardez bien la carte de gauche, hein, donc tout ce qui est vert, que ce soit vert clair ou vert moyen ou vert foncé, ce sont des centres ouverts. C'est-à-dire qu'au 1er octobre, tout le monde n'a pas réussi à ouvrir, et vous faites partie de ceux qui ont réussi à ouvrir, grâce à l'étroite collaboration, d'abord à l'opiniâtreté du docteur Pichenet, et puis au soutien institutionnel qui a été fort chez vous, de la part de vos DG d'hôpitaux et de votre ARS. Alors, il est en vert pâle parce qu'il y a encore une nécessité, et c'est en négociation aujourd'hui, de le renforcer, notamment en termes de personnel. Donc, des centres, la plupart des centres, vous voyez, ne comportent, le cercle est vierge, et puis il y a 3 centres où il y a un petit 24, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais qui sont Lille, Brest et Montpellier. Oui, parce que ce sont les 3 seuls centres à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on le voit sur la carte de droite, hein. Voilà les 3 territoires que ces 3 centres couvrent, hein. Lille couvre le Grand Est, Paris, région parisienne, et les Hauts-de-France, ce qui représente à chaque fois entre 20 et 22 millions d'habitants. Montpellier couvre Arras, l'Occitanie, la Corse, et puis l'ensemble des DOM-TOM, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon étant rattaché à Brest, qui a un grand territoire aussi, mais en termes de nombre d'habitants, c'est à peu près la même chose. Les autres centres sont ouverts en journée, en fait, hein. Le centre de Nancy est ouvert de 9h à 21h. Tout simplement c'est en étroit rapport avec la cinétique, hein, des appels attendus au niveau des centres. Donc voilà, une organisation qui est très territorialisée, hein, au niveau des régions. Diapositive suivante. Qui y a sur ces centres? Il y a un docteur qui est le coordonnateur avec 2 missions. L'une, c'est une mission clinique, une mission d'animation et de coordination de l'équipe, en étroite collaboration avec un cadre infirmier, évidemment. Ça, c'est une partie de sa mission. Et l'autre mission, c'est la mission de réseau, et donc de faire des liens, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, hein, de faire des liens entre les différents dispositifs et les différentes personnes qui sont impliquées dans la prévention du suicide. Donc chez vous, c'est représenté par 2 bouts de docteurs, c'est-à-dire le docteur Pichenet et le docteur Ligier. Je dis bouts de docteurs parce que elles assurent ces missions en plus de leur mission habituelle. Donc il y a un assistant qui est là pour aider le médecin à ce travail de réseau, qui est un travail particulièrement fastidieux, vous le savez. Cet assistant, selon les régions, hein, c'est un médecin comme chez nous, hein, sur les Hauts-de-France, mais ça peut être une IPA, une infirmière en pratique avancée, hein, comme à Saint-Étienne, ou un psychologue, en fonction de la volonté du centre régional. Évidemment, il y a un secrétariat médical qui est là pour aider aussi à tout ce côté réseau, hein. C'est vraiment quelque chose de très très important, et au côté annuaire de ressources dont on reparlera plus tard. On a voulu d'emblée mettre un travailleur social, et donc chaque centre a un demi-poste d'assistante sociale, enfin un demi-équivalent temps plein d'assistante sociale, afin d'assurer là aussi les réseaux avec des structures que dans le sanitaire on ne connaît pas forcément bien, hein. C'est le lien avec le médico-social, le social et aussi l'associatif. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Évidemment, la cheville ouvrière, la cheville opérationnelle, ce sont les répondants, et les répondants sont, selon les endroits, des infirmiers et ou des psychologues. Diapositive suivante. Alors, le défi, hein, c'est
Vous avez vu la réponse à l'appel d'offres. Enfin, l'appel d'offres, c'était en décembre. La réponse à l'appel d'offres, on a su qu'on avait décroché en fin mars. Le temps de constituer une équipe, eh bien, on est déjà en mai et il fallait ouvrir au 1er octobre dans de bonnes conditions. Et la bonne condition, c'est qu'on ait des répondants qui soient bien formés. Le pôle formation a fait un gros travail, et je peux d'autant plus le dire que j'en fais pas partie. Vraiment, ils ont fait un travail absolument extraordinaire parce qu'ils ne se sont pas contentés de créer un énième programme de formation, même si, grâce à la collaboration avec le GEPS, le Groupement d'études et de prévention du suicide, eh ben, il y avait déjà du matériel, mais ils ont voulu absolument faire un travail simultané d'élaboration d'un référentiel de bonnes pratiques professionnelles. Oui, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la prévention du suicide. Donc, ils ont pris une méthodologie qui est une méthodologie très rigoureuse, qui est calquée sur ce que fait la Haute Autorité en Santé, sauf que la plupart du temps, les référentiels de bonnes pratiques mettent 2 ans pour sortir et qu'eux, ils l'ont sorti en 4 mois, et je crois qu'on peut les saluer là-dessus. Donc, avec une méthodologie qui associe des focus group, des référentiels théoriques, une revue de la littérature et surtout un panel d'experts qui revoit régulièrement ce référentiel pour aboutir à des propositions et des recommandations solides. Ce référentiel sera accessible à tous probablement dans 1 ou 2 mois parce qu'il faut le mettre en forme. Diapositive suivante. Autre outil que nous avons voulu fournir et qui paraît majeur, alors en dehors du système d'information, et ça c'est vraiment le CHU de Brest nous a beaucoup aidé là-dessus, mais je ne vais pas vous détailler le système d'information, mais c'est un annuaire de ressources. Un annuaire de ressources, alors en évitant ce que l'on constate tous dans les annuaires de ressources, c'est-à-dire que oui, on en a plein. D'abord, on ne les échange pas forcément, et puis ils sont souvent caducs avec le départ de tel ou tel référent. Ils sont souvent caducs parce qu'ils ne sont pas mis à jour. Donc, le défi, c'était de créer, et il y a un pôle entièrement consacré à ça, à la fois un outil informatique qui ressemble à Google Maps, pour faire simple, sauf que chaque point correspond à une ressource soit sanitaire, soit médico-sociale, soit sociale, soit associative, encore une fois, et donc permet une géolocalisation de ces ressources, c'est ça qui est intéressant. Et puis, cet annuaire de ressources, il va être mis à jour au fur et à mesure par sollicitation automatique des différentes structures qui voudront y figurer. Cet annuaire de ressources, il existe aujourd'hui, il est pour l'instant, dans sa forme actuelle, uniquement destiné aux répondants, parce qu'il y a un certain nombre de numéros, notamment sanitaires, qui doivent rester confidentiels, puisque ce sont des numéros directs de structures d'urgence, par exemple. Mais dans un deuxième temps, il y aura une version pour chacun d'entre vous et d'entre nous. Et enfin, le dernier aspect que je voulais évoquer rapidement, diapositive suivante, c'est l'aspect de la communication. Donc, il y a un pôle communication qui met à votre disposition, à la disposition de vos institutions et des équipes locales, un certain nombre de supports pour communiquer. Donc, il y a la possibilité d'obtenir des kits de communication papier. Il y a un site internet qui commence à être franchement bien fréquenté. Et puis, il y aura à terme, selon les régions, selon les envies, selon l'actualité de la communication sur les bus et autres. Aujourd'hui, il y a une actualité. Vous savez que Stromae a fait le buzz, comme on dit, sur la prévention du suicide dimanche soir. Depuis 48 heures, le pôle communication n'arrête pas. D'abord, nous n'arrêtons pas de répondre à des interviews et n'arrête pas d'essayer de pouvoir mettre en place des encarts à chaque article qui parle du 31-14. L'idée, c'est de visibiliser, non pas le 31-14, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de visibiliser la stratégie globale de prévention du suicide et de nous fédérer et de nous articuler autour de cet objectif. Je vous remercie. Catherine ?
Merci C'est à beaucoup. toi. Oui, je vais passer la parole au docteur Pichenet, donc du pôle régional Grand Est. Et voilà, je vous laisse la parole et présenter vos collègues. Oui, Catherine Pichenet, je suis psychiatre au centre psychothérapique de Nancy et je coordonne le centre de prévention du suicide, c'est-à-dire les différents axes de prévention du suicide, vigilance, les formations de formateurs et bien évidemment le 31-14 dont nous allons parler ce soir. Alors je vais d'abord remercier Christophe et Chantal de s'être associés à ce webinaire. Je voudrais aussi les remercier de l'accompagnement au quotidien, de la mise en place de cette équipe, de son fonctionnement. Il faut savoir qu'en fait, on est une grande équipe nationale. On se retrouve tous les vendredis en visio, on échange et on construit ensemble. Et c'est extrêmement précieux pour nous parce que c'est évidemment pas évident du tout de mettre en place un numéro d'appel comme celui-ci. Alors, cela dit, ce numéro d'appel dans le Grand Est, nous, on l'attendait depuis très longtemps et on est vraiment très content qu'il se soit mis en place. L'ARS Grand Est a beaucoup investi la prévention du suicide, hein, on l'a dit, mais c'était concrètement vrai. Et notre hôpital, le centre psychothérapique de Nancy également, a porté l'ensemble de ces axes. Et ça a été une grande aide. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance partout. Donc on attendait évidemment cette mesure, d'autant plus que on sait quand même, c'est le deuxième plan, c'est la deuxième stratégie nationale globale de prévention du suicide. Il y avait eu un premier plan au début des années 2000, qui était surtout axé d'ailleurs sur la formation des professionnels. Mais enfin, il y avait d'autres aspects, mais celui-là nous a tous marqués, je pense, et qui a été contemporain, il faut quand même le rappeler, d'une diminution du nombre de décès par suicide pratiquement de 30%. Et même si on ne peut pas faire un lien de causalité direct, bien entendu, ça fait réfléchir. Ça veut dire que quand on met en place comme ça des stratégies, surtout multi-axiales et dont les différents axes finalement se complètent et se renforcent, eh bien, ça a une efficacité réelle sur la diminution des conduites suicidaires. Je voudrais aussi quand même revenir un tout petit peu sur les formations parce que puisque nous avons ce soir la chance d'avoir beaucoup de professionnels de santé, rappeler que effectivement nous avons refait un programme complet de formation pour les formateurs et nous avons 65 formateurs répartis sur tout le Grand Est, sur les 3 antérégions, hein, la Lorraine, l'Alsace, la Champagne-Ardenne. Vous pouvez donc faire appel à eux. C'est l'ARS qui planifie l'ensemble de ces formations, mais l'idée est que partout, il puisse y avoir des professionnels formés. Alors formés au niveau de l'hôpital général, formés au niveau de la psychiatrie, formés au niveau du médico-social, pour pouvoir rencontrer les personnes à risque et savoir comment gérer, comment les aider, comment parler du suicide, comment les orienter, évaluer la situation, etc. Alors, on parle du 31-14, mais j'en profite quand même pour faire un petit peu de pub pour ces formations. Encore une fois, on a 65 formateurs dans les starting blocks, tout à fait prêts à faire ces formations. Je disais tout à l'heure qu'on avait attendu beaucoup ce numéro de téléphone unique parce que effectivement, on a développé tous partout en France beaucoup de choses comme ces formations et comme surtout vigilance aussi, hein, vigilance qui est destinée aux personnes qui ont fait une tentative de suicide dans une démarche du aller vers, dans une démarche vraiment d'une éthique de l'inquiétude et du souci qu'on se fait pour nos patients. Mais en fait, ces axes ont un public assez ciblé. Et l'idée, c'est que quand même beaucoup de personnes, parmi lesquelles certains sont très vulnérables et ont beaucoup de facteurs de risque de passage à l'acte suicidaire, beaucoup de personnes n'ont pas accès à ces ressources. Parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, et on sait que c'est une source d'inégalité majeure en santé, c'est effectivement l'accès aux soins. Parce que aussi, sur un plan socioculturel, ce n'est pas une démarche du tout qui leur est naturelle que de parler de leurs difficultés psychiques, pour des raisons aussi qui peuvent être sociodémographiques, etc. Mais aussi, on ne le rappelle jamais assez, parce que
Actuellement, ça reste très tabou de parler du suicide, hein, même si on espère qu'il y aura un effet Stromae et beaucoup d'autres aussi, et le 31-14, et toute la campagne qui sera faite autour, de dire il faut parler du suicide pour pouvoir permettre aux personnes qui ont des idées de suicide de consulter et d'en parler, parce que la plupart des personnes qui sont complètement envahies par des idées de suicide ont des difficultés à en parler, tout simplement parce qu'elles ont un très fort sentiment de honte et aussi de culpabilité par rapport à leur entourage. Donc il faut absolument que ça soit le moins difficile possible de pouvoir parler à un professionnel. Diapositive suivante, merci. Donc on l'a dit, c'est 24 heures sur 24. Christophe nous l'a précisé. À Nancy, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, mais de 9h à 21h. Mais tout le monde peut appeler à 21h05 parce que Lille répond. En fait, il y a une bascule automatique des appels qui fait que les appels sont... Il y a une réponse H24. Confidentiel et gratuit. Gratuit, c'est évident. Confidentiel, ça mérite peut-être d'être discuté. Effectivement, les appels ne sont pas anonymes. C'est un dossier est ouvert au nom des patients. Et donc, il est important d'avoir leurs coordonnées. Et qui repose sur l'idée que la majorité des suicides, en fait, sont évitables, mais sont évitables effectivement à condition d'avoir la possibilité d'en parler et la possibilité de toucher toutes les personnes qui sont à risque. La diapositive suivante. Voilà. Donc, quelles sont les missions du 31-14 ? En premier lieu, le 31-14 s'adresse aux personnes qui ont des idées de suicide, bien sûr, pour les aider à surmonter cette période de leur vie et à soulager leur détresse psychique. Mais le 31-14, on l'a dit tout à l'heure, s'adresse également à l'entourage, qui est souvent très démuni lorsqu'un proche, un collègue, un ami a des idées de suicide et comment faire et comment lui parler. C'est difficile de parler quand on n'a pas un minimum de formation, de parler du suicide à quelqu'un. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à un professionnel au niveau du 31-14 pour être aidé à cette démarche. Et puis, il y a les personnes endeuillées à la suite d'un suicide. On en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais qui, effectivement, sont des personnes qui sont extrêmement fragilisées par le suicide d'un proche. Aider les professionnels en contact avec des personnes en détresse, tous les professionnels, sanitaires, médico-sociaux, médecins libéraux, etc., qui n'ont pas forcément l'habitude, là encore, de savoir comment évaluer la gravité et qui peuvent chercher de l'aide auprès du 31-14. Sensibiliser la population à la problématique du suicide, à sa prévention, et promouvoir toutes les actions de prévention du suicide au niveau du Grand Est. Et aussi faire le lien, et ça c'est vraiment très important, entre l'ensemble des structures de prévention du suicide. Parce qu'il existe beaucoup de ressources en réalité. Si on regarde aussi bien dans le champ sanitaire, dans le champ médico-social, dans le champ social, associatif, etc., il y a énormément de ressources, mais des ressources qui ne sont pas articulées entre elles, qui ne se connaissent pas et qui n'ont peut-être pas la parfaite articulation et complémentarité. Ça sera une des missions du 31-14, en fait, de mettre en réseau l'ensemble de ces ressources. La diapositive suivante. Donc 31-14 est coordonné avec le SAMU. À Nancy, nos répondants sont dans la salle de régulation du SAMU et font partie vraiment de l'équipe du SAMU et travaillent avec leurs collègues du SAMU. Et c'est extrêmement important, c'est très nouveau pour nous et ça nous a ouvert beaucoup d'horizons de travailler ensemble et de s'enrichir mutuellement avec le SAMU. Bien sûr articulé avec vigilance, dans la même doctrine, on va dire, mais de façon différente et pour des publics, pour la plupart, différents. Articulé aussi avec l'ensemble des dispositifs d'aide et d'écoute à distance, et en particulier les dispositifs associatifs, qui sont extrêmement utiles pour fournir un étayage à des personnes très isolées et vulnérables. Diapositive suivante. Ça, c'est notre équipe, voilà. Donc 3 psychologues et 3 infirmières en psychiatrie qui ont déjà une expérience importante en psychiatrie. Cette équipe a été formée
avant d'ouvrir le 31-14, a été formé à la dynamique du suicide, au repérage, à l'intervention de crise, et continue à se former. Et on se revoit régulièrement pour évoquer les situations difficiles qui ont été vécues par l'équipe. La diapositive suivante, quel est leur rôle ? Il y a une répondante, Anne-Sophie Mathieu, qui est ici et qui va vous parler de son expérience de façon un petit peu plus théorique. On peut dire d'abord c'est une écoute, évidemment, c'est une écoute professionnelle qui doit être bienveillante, qui doit être sans jugement, qui doit pouvoir être en capacité aussi d'accueillir les émotions de la personne qui appelle et qui, quelquefois, sont des émotions extrêmement fortes s'il s'agit de quelqu'un qui est en crise suicidaire. Mais, et ça, vraiment, c'est spécifique, c'est pour ça que c'est une équipe de professionnels, parce qu'ils vont faire une évaluation. Une évaluation de l'urgence, est-ce que l'urgence est importante, est-ce qu'elle est faible, etc. Une urgence du degré de gravité de la situation, de la dangerosité du scénario, etc. De l'ensemble des facteurs de risque, mais aussi des facteurs de protection qui vont être les leviers de l'intervention de crise qu'ils vont éventuellement faire s'il s'agit effectivement d'une personne qui est en pleine crise suicidaire. Et la gestion de crise fait partie de la formation des répondants 31-14 qui savent faire ce qu'on appelle une désescalade émotionnelle, faire diminuer le niveau de tension émotionnelle pour éviter absolument un passage à l'acte et pouvoir passer ce cap de la façon la plus constructive possible. Je n'ai plus de diapositive, excusez-moi. Mais leur rôle sera aussi, bien entendu, d'orienter les personnes qui appellent, d'orienter aussi les professionnels qui voudraient des conseils en se basant sur un annuaire. Alors, Christophe a parlé de cet annuaire national qui est en train de se mettre en place progressivement. Nous avons la chance en Grand Est que l'ARS ait mandaté l'Observatoire régional du suicide il y a déjà 2 ou 3 ans pour faire un annuaire. Nous avons un annuaire qui, alors ils ne sont jamais complets les annuaires, mais quand même nous avons plus de 400 adresses de ressources. Et puis bien entendu cet annuaire il est évolutif et on va l'enrichir au fur et à mesure de l'évolution de 31-14 dont on rappelle quand même qu'il vient tout juste d'ouvrir le 1er octobre. Et puis une mission essentielle, évidemment, prioritaire même, c'est de s'assurer que la personne n'est pas dans une situation de danger et éventuellement de la protéger contre cette situation de danger, quitte si effectivement il s'agit d'une situation de crise suicidaire majeure, à le faire de façon un peu directive, c'est-à-dire d'envoyer, par exemple, le 15, de se tourner vers le SAMU et d'envoyer une ambulance pour que la personne puisse être hospitalisée. Et puis, bien entendu, un rôle d'information qui est très important. Et la diapositive suivante, je vais donc passer la parole à Anne-Sophie Mathieu, psychologue au 2NPS Grand Est de Nancy, qui va vous parler de son expérience. Merci, Dr Pichenet. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, mes collègues et moi-même, nous travaillons sur le secteur du Grand Est. Nous avons donc pour mission d'être à l'écoute des personnes en souffrance et d'évaluer dans un premier temps l'urgence, la dangerosité et le risque du potentiel suicidaire. Puis nous avons justement, comme ça a été dit, la possibilité de les orienter sur les différentes structures proches de leur lieu de vie en fonction de leurs problématiques. Alors effectivement, les professionnels de santé et l'entourage peuvent également nous contacter pour diverses questions sur le suicide, partager leurs inquiétudes par rapport à une personne, demander des conseils, obtenir des affiches pour le 31-14 ou pour qu'on puisse contacter nous-mêmes la personne concernée et ainsi faire une évaluation du potentiel suicidaire. Nous travaillons, comme ça a été dit, en collaboration avec le SAMU. En effet, le SAMU du Grand Est peut nous transférer des appels lorsqu'il y a une personne qui a des idées de suicide et nous pouvons appeler le SAMU lorsque nous en sentons le besoin. Et enfin, nous avons la possibilité de planifier des appels en fait, avec les personnes qui vont nous appeler pour revoir, avec les personnes qui ont eu des idées de suicide. Comme ça, on peut revoir avec elles si elle a pu faire les propositions d'orientation, si elle a pu rapprocher son rendez-vous auprès d'un CMP, voir son psychologue, son psychiatre, etc. et voir où en sont les idées de suicide.
Alors, avec mes collègues, on vit des expériences différentes en fonction des personnes qui nous appellent. Et donc, je vais vous parler de mon expérience à moi. Donc, il m'est arrivé d'avoir au téléphone un enfant de 11 ans qui avait des idées de suicide. En fait, c'était la première fois que j'avais un mineur. Et du coup, c'était quand même un appel assez différent avec les adultes. Donc ce jeune garçon m'explique qu'il a des idées de suicide depuis plusieurs jours suite au harcèlement qu'il subit à l'école. Et donc c'est en fait l'infirmière de l'école qui nous a appelés et qui nous a passé l'enfant. La maman était déjà au courant de la situation et j'ai pu discuter avec elle aussi de tout ça. Et donc la prise en charge dans cette situation était importante et urgente. Et du coup, on a convenu que la maman et l'enfant aillent à la maison des adolescents. Il m'est aussi arrivé d'avoir un appel d'une jeune femme de 18 ans qui voulait se jeter d'un pont. Et donc au début, c'était vraiment compliqué parce qu'elle ne voulait pas trop donner d'informations. Elle voulait vraiment passer à l'acte. Mais au fil de la conversation, j'ai quand même réussi à obtenir le numéro du bus dans lequel elle était, l'arrêt à laquelle elle souhaitait s'arrêter, comment elle était habillée, etc. Et toutes ces informations, je les écrivais dans mon carnet. Et là, mon binôme infirmière lisait mes notes, d'où l'importance d'avoir un binôme d'ailleurs, et a pu les transmettre au SAMU 54, parce que c'était eux qui m'avaient transmis l'appel. Donc le SAMU 54, eux, ont transmis ces informations aux policiers et aux ambulanciers qui devaient aller chercher cette jeune fille. Et donc, ça a été l'information a circulé très vite parce que nous sommes dans les locaux du 54. Alors, si c'était la même situation, mais dans un autre département, il y aurait eu la même chose. En fait, ma collègue aurait lu mes notes et elle aurait été retournée à son poste et appelé directement le SAMU qui concernait. Et elle aurait donné l'identité, l'adresse et le mode de tentative de suicide envisagé. Pour en revenir à la jeune fille, donc elle était à l'arrêt de bus, pas très loin du pont, elle n'était pas dessus non plus. Et elle a vu en fait les policiers, ce qui l'a fait un peu paniquer et elle m'a dit qu'elle allait sauter et elle a raccroché directement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est je l'ai rappelée à plusieurs reprises, mais elle ne décrochait pas. Heureusement, je vous rassure, tout se finit bien. L'assistante de régulation et le coordinateur du SAMU m'ont fait un retour comme quoi les policiers l'ont repêchée et qu'il l'emmenait directement aux urgences psychiatriques de Nancy et qu'en plus de ça, elle regrettait d'avoir fait ce geste. Alors, des fois, il y a des moments où les personnes veulent aller aux urgences psychiatriques par leurs propres moyens. Et donc, avec leur accord, on va téléphoner aux urgences, on va leur expliquer un peu la situation, etc. Comme ça, les équipes vont pouvoir accueillir la personne dans des bonnes conditions. Par moment, lorsque la personne n'a pas d'idée de suicide et qu'elle a besoin de verbaliser, alors on va les orienter vers les associations d'écoute et d'aide. Et lorsqu'on fait face à des situations incongrues ou complexes, nous avons la possibilité de contacter nos encadrants, nos psychiatres de service, Dr Pichenet et Dr Ligier, ainsi que les médecins de garde en dehors des horaires de jour. Et pour finir, en moyenne, les premiers entretiens téléphoniques avec les personnes prises en charge peuvent durer environ 30 à 45 minutes dans un premier temps pour faire l'évaluation des idées de suicide. Et lorsqu'il y a un rappel de notre part ou de la leur, l'entretien dure moins longtemps parce qu'on a un suivi, comme ça a été dit, il y a des fichiers qui sont créés et du coup on peut voir l'évolution et des différentes évaluations qui ont été faites. Et donc, c'est pour une meilleure prise en charge. Et enfin, nous avons pu remarquer qu'il y avait autant d'appels venant d'hommes et de femmes au 31-14. Enfin, c'est surtout au mois de décembre. Au mois de janvier, il y a un peu plus d'appels venant des femmes. Et la moyenne d'âge se trouve aux alentours de 40 ans, mais il y a un écart type qui est assez grand de 15 ans. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose que nous passions aux questions. Et pour faire le tri de ces questions, parce que ce sont des questions donc par chat, nous avons fait appel à deux autres professionnels du 2NPS, qui sont Eliane Simon, qui est cadre de santé, leur 2NPS, c'est le 31-14, et Xavier Sipp, qui est infirmier de pratique avancée également au 31-14.
Bonsoir à tous. Donc une première question qui nous vient du chat. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est spécifique pour les personnes sourdes et muettes? Donc je pourrais poser la question à Madame Manoni, par exemple. Oui, bonsoir. Effectivement, avec le réseau des personnes sourdes et malentendantes, on travaille de façon étroite depuis plusieurs mois, de manière à adapter aussi la réponse des répondants à cette population. Et du coup, on travaille sur plusieurs chantiers. La formation des répondants, des centres de répondants pour qu'ils appréhendent bien la culture en fait de cette population des personnes sourdes et malentendantes. Et qu'on puisse aussi nouer des partenariats avec les dispositifs qui existent aujourd'hui et donc s'articuler avec l'existant et non pas créer quelque chose comme ça hors sol. Et puis on travaille évidemment aussi à adapter les outils techniques du numéro national prévention suicide pour qu'on puisse aussi travailler avec des interprètes et des intermédiateurs. Donc ce chantier va se développer là au courant du premier semestre et sera sûrement opérationnel au deuxième semestre. Et puisque nous sommes dans le Grand Est, nous avons des contacts, nous avons la chance d'avoir l'URASM à Nancy, avec lesquels nous avons pris contact et nous allons aussi travailler. Merci. Docteur. Autre question qui fait lien également, est-ce qu'il y a une communication particulière pour les personnes qui... Allô ? Coupure micro, je pense que c'est bon. Oui, pardon. Merci Docteur Manoni. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il existe une communication particulière qui est envisagée pour les personnes qui auraient des difficultés, des déficiences intellectuelles ? Je vais aussi tenter une réponse. Au niveau national, après Madame Pichenet pourra sans doute compléter, mais au niveau national, on travaille avec Santé Mentale France de manière à aussi préciser et approfondir le travail et la qualité de la réponse pour les personnes qui souffrent d'un handicap psychique ou d'une déficience intellectuelle. Et de la même façon, là, les chantiers sont ouverts sur le premier semestre 2022 pour être opérationnel au deuxième semestre. Je précise, et effectivement, on l'a dit tout à l'heure, que le numéro est effectif depuis le 1er octobre. Entre février et octobre, ça a été un vrai challenge de pouvoir structurer déjà les centres répondants et tout ce qu'ils apportent déjà au jour d'aujourd'hui, et qu'un certain nombre d'objectifs et de chantiers étaient prévus dès le départ dans le projet du 2 NPS, mais se développent uniquement maintenant en raison des délais, quoi. Merci beaucoup. Autre question sur le public ou les publics, peut-être à Christophe Debien. Est-ce que le dispositif est accessible depuis le milieu carcéral ? Alors c'est quelque chose qu'on souhaite très très fort depuis le début. C'est quelque chose de complexe parce que en milieu carcéral, alors je parle des détenus incarcérés parce que les détenus, les gens sous main de justice qui sont en dehors de la prison, évidemment qu'ils ont un accès au téléphone comme tout le monde. Mais pour ceux qui sont donc en prison, la complexité du milieu où il y a à la fois, ça implique le sanitaire, ça implique le pénitencier, ça implique aussi la justice. Donc ça nous demande de travailler un petit peu là tous ensemble. Il y a une véritable volonté, notamment du ministère de l'Intérieur qui pousse beaucoup. Et donc on est en train là de mettre en place, je pense que ça va se faire assez rapidement aussi pour ce public, un accès au 3114, sachant que vous le savez probablement, en tous les cas pour ceux qui travaillent en milieu carcéral, il y a quand même un programme national d'installation de cabines téléphoniques à l'intérieur de cabines téléphoniques. Je parle comme, en tous les cas, de téléphone à l'intérieur de l'incarcération.
Donc, la possibilité d'accéder gratuitement au 3114 est en train d'être discutée. Il y a eu une réunion là cet après-midi pendant que nous étions dans l'autre webinaire. Alors, j'ai pas encore lu le compte-rendu de cette réunion, mais c'est quelque chose c'est une préoccupation très forte, hein, et c'est quelque chose qui va probablement se décanter dans les quelques mois à venir. Hein, comme le disait Chantal, les 3 premiers mois du 3114 ont été des mois d'installation avec une contrainte de temps très très forte. Là, on arrive dans une deuxième phase où on est dans la consolidation de ce qui est déjà mis en place et puis l'extension à différents publics, dont évidemment le milieu carcéral. Merci beaucoup pour cette réponse. Toujours à toi, Christophe. Juste une confirmation. Quelqu'un demande sur le chat si les appels dans les régions où les centres ne sont pas ouverts sont reliés sur d'autres centres qui sont ouverts. Oui, alors ça, c'était une préoccupation dès le départ. Hein. Comment on fait dans les endroits où il n'y a pas de centre régional, et puis même dans une région, dans les départements où il n'y a pas de centre régional, eh ben, c'est les miracles de la technique. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un autocom. Alors, s'il y a des médecins du SAMU, ils savent de quoi je parle. Hein. Bon, en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est une grosse boîte qui reçoit tous les appels et qui les trie en fonction, exactement comme ce qui se passe au SAMU. Hein. Quand vous appelez le 15, si vous appelez le 15 à Marseille, vous tombez sur le 15 de Marseille. Si vous appelez le 15 à Lille, vous tombez sur le 15 de Lille. Hein, donc, c'est vraiment les miracles de la technologie qui permettent de rediriger les appels sur le centre le plus proche. C'est ça qu'on essaye de privilégier. Et puis après, aussi le centre le plus proche, libre, parce que ce qu'on veut avoir aussi comme objectif, c'est de décrocher un maximum d'appels, sachant que nous n'avons pas d'impératif, puisque nous ne sommes pas une structure d'urgence. Une structure d'urgence, on aurait soit 3 numéros, soit 2 numéros, pas 4. Mais nous mettons un point d'honneur à essayer de répondre à tous les appels qui nous arrivent. Merci. Alors, une question, et après on va un peu faire parler des autres, mais c'est pour toi. Est-ce que les jeunes appellent facilement? Il faut qu'on change de micro un petit peu. Allô? Alors, j'ai entendu, mais ton micro était coupé, ou en tous les cas... Oui, il se coupe régulièrement, je pense que c'est les piles. Est-ce que les jeunes appellent facilement? Est-ce que tu as des chiffres, par exemple, à nous donner? Facilement, c'est compliqué. J'ai pas de chiffres précis parce que, des raisons techniques particulières. Mais en tous les cas, c'est la prise d'ambiance régulière au niveau des différents centres montre que, en tous les cas, les jeunes ne s'interdisent pas d'appeler. Évidemment, ce n'est pas c'est pas ceux qui appellent le plus, en tous les cas pour les personnes concernées. Parce qu'il y a une distinction avec les jeunes. Les personnes concernées, et ça c'est le professeur Courtet qui nous l'a montré, hein, la littérature montre, et c'est aussi pour ça qu'on veut aller vers les réseaux sociaux et vers le chat, que les 15-25, on va dire, cette cible-là, elle va déposer son mal-être et ses idées suicidaires préférentiellement sur les réseaux sociaux, et notamment sur des forums hein, qui se sont organisés en dehors d'ailleurs de présence sanitaire. Et donc ça fait partie de l'objectif d'aller sur ce terrain où les jeunes, visiblement, vont plus préférentiellement déposer leurs idées suicidaires et à des horaires qui ne sont pas les horaires habituels du téléphone, puisque c'est plutôt la nuit entre 3 et 5 heures du matin. Mais il y a une autre population à laquelle on s'attendait peu, en fait, et je pense que c'est déjà une première victoire de ce numéro, c'est les jeunes qui sont préoccupés pour leur père, c'est-à-dire pour un autre jeune, et notamment un autre jeune qui dépose des idées suicidaires sur un réseau social. Et là, on a pas mal d'appels, oui. On a pas mal d'appels de ces jeunes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, et une question peut-être pour... Ah oui, allô? C'est bon?
Ok. Peut-être une question pour le docteur Manoni. Et comment est-il possible de se procurer un kit de communication pour les diffuser, et est-ce que c'est gratuit? Alors, oui, les kits de communication sont gratuits pour tout le monde. Ensuite, il y a deux manières de procéder. Il y a ce que disait Christophe tout à l'heure, soit se mettre en lien avec le centre répondant de Grand Est. Je laisserai Madame Pichenet compléter. Soit on vous a mis dans notre diaporama les coordonnées de l'équipe communication du 2NPS auquel vous pouvez vous adresser pour toute demande de matériel dont vous auriez besoin. Et on peut organiser l'envoi de plaquettes, d'affiches pour que vous les mettiez dans vos cabinets ou dans vos institutions. Madame Pichenet, vous oui, complétez ? Pour tout, pour les kits, mais pour tout. Une adresse mail, 2NPS, le chiffre, nps@cpn-laxou.com, qui, je crois, apparaît sur le chat. N'hésitez pas à vous adresser à nous absolument pour tout renseignement et pour les kits de communication. Alors, merci, docteur Pichenet. Une autre question, docteur Pichenet. Quel est l'outil qui est utilisé pour l'évaluation justement du risque suicidaire par le 2NPS ? Alors, le 2NPS, les répondants du 3114 utilisent l'outil du GEPS, l'outil alors qui s'appelait auparavant RUD et maintenant, enfin, en tout cas, qui évalue le degré d'urgence, le degré de dangerosité, le degré de, enfin, les facteurs de risque, les facteurs de protection, suivant le modèle des formations dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, toujours peut-être pour vous, docteur, est-il possible, est-ce qu'il est possible de contacter, pour un jeune qui aurait fait un passage à l'acte suicidaire, est-ce qu'il est possible de contacter le 3114 parce qu'il n'a pas de suivi auprès d'un psychiatre, rien n'a été fait, il n'y a pas de rendez-vous ou des rendez-vous très éloignés? Docteur Pichenet. Alors, oui, mais je rappelle qu'il y a vigilance aussi pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide, parce que vigilance, c'est un petit peu différent. C'est l'équipe de soins qui appelle, qui prend des nouvelles de la personne, et c'est plus adapté pour quelqu'un qui vient de faire une tentative de suicide récente, disons, puisque la veille dure à peu près 6 mois. C'est vrai qu'on pense à vigilance, la plupart des inclusions se font dans les services d'urgence, mais il y a de plus en plus de médecins généralistes ou de psychiatres qui nous appellent pour inclure un patient qu'ils ont vu en consultation qui n'est pas passé par les urgences, et c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment la prise en charge la veille la plus adaptée pour les personnes qui ont fait une tentative de suicide. Encore une question pour vous, docteur. Pouvez-vous nous expliquer le dispositif vigilance? Parce que beaucoup ne le connaissent pas. Alors, le dispositif vigilance, c'est donc un autre axe de cette stratégie globale. On a dit qu'elle était multi-axiale, qu'elle était vraiment globale, qui s'adresse donc, comme je le disais tout à l'heure, aux personnes qui ont fait une tentative de suicide. Et en fait, il s'agit de maintenir un lien avec ces personnes, de rester en contact avec eux, et ce lien a un certain nombre de vertus thérapeutiques, on va dire, puisqu'il y a manifestement beaucoup moins de récidives et de décès par suicide. Alors ce lien, à la fois parce qu'il brise l'isolement, parce qu'il restaure un lien social, et c'est la manifestation de notre inquiétude à nous, soignants, pour les patients, du souci de l'autre qu'on peut avoir de leur devenir après un passage souvent très rapide aux urgences, mais aussi parce que probablement ça facilite ensuite l'accès aux soins en cas de nouvel épisode. Très schématiquement, parce que il y a des protocoles différents suivant les situations, mais très schématiquement, les personnes sont rappelées par téléphone environ entre 7 et 15 jours après leur passage aux urgences pour une tentative de suicide. Rappeler au téléphone avec une évaluation très complète, la possibilité éventuellement de rappeler encore une fois. Enfin, systématiquement, il y a un courrier au médecin traitant, médecin généraliste et psychiatre. Systématiquement, le compte-rendu de l'appel est envoyé.
Et il y a également la possibilité d'utiliser un certain nombre de stratégies pour maintenir le lien, y compris des petites cartes postales qui rappellent notre souci et notre inquiétude. Et puis maintenant, depuis peu, on fait un nouvel appel à 3 mois, c'est-à-dire au moment où en fait la fréquence des récidives est la plus élevée. Et en fonction des résultats de l'appel à 3 mois, le contact à 6 mois, c'est-à-dire à la clôture de la veille, en principe, peut être par courrier ou par téléphone, suivant l'algorithme en fait, choisi. Donc en gros, vraiment, on fait un filet de sécurité qui est totalement complémentaire à la prise en charge. C'est pour ça que j'ai eu tort tout à l'heure de dire la prise en charge. C'est une veille. C'est une veille qui permet notamment de récupérer, entre guillemets, les personnes qui n'ont pas donné suite aux soins parce que c'était peut-être pas forcément l'orientation idéale qui avait été donnée ou parce qu'ils vont à nouveau très mal et trop mal pour consulter. Et ça permet effectivement, en les recontactant, d'évaluer leur situation et d'éventuellement réadapter le projet thérapeutique. Merci docteur. Peut-être toujours dans la même lignée pour Chantal, est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement particulier pour la personne âgée, notamment dans le kit de communication? Est-ce qu'il est adapté à la personne âgée? À ce jour, mais Christophe pourra sans doute compléter, il n'y a pas forcément d'outils dédiés à la personne âgée. Après, je pense qu'il nous faut un petit temps de recul autour depuis la mise en place du 31-14 pour voir effectivement si cette tranche d'âge, en tout cas les plus de 65 ans, font appel ou pas au 31-14, puisqu'on sait que dans cette population-là, il peut y avoir, déjà le téléphone c'est moins évident, il y a des questions de surdité qui se greffent là-dessus, et puis il y a aussi les questions de déficits cognitifs qui peuvent aussi être là. Et du coup, il faut sans doute s'articuler avec des dispositifs qui sont plus dans la proximité, je dirais, et avec des associations qui travaillent sur le terrain. Mais je vais laisser Christophe compléter. Oui, alors, le 31-14, c'est pour tout le monde, donc de 3 à 150 ans, je ne sais pas, mais actuellement on est de 10 à 94 ans. Donc il y a déjà des personnes âgées. La problématique, quand on parle de personnes âgées, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on le définit en fonction de l'âge? Est-ce qu'on le définit comme certains gériatres en fonction du nombre de pathologies associées? Donc la problématique, c'est personnes âgées, qu'est-ce que ça veut dire? Et de deux, la question d'adapter le téléphone à la personne âgée, c'est pas trop un problème tant qu'on n'est pas sur des choses comme Internet ou les plateformes ou d'autres problématiques, comment dirais-je, technologiques. En principe, ça pose pas trop de soucis, sauf ce que tu disais, Chantal, c'est-à-dire la problématique de la surdité. Et donc là, ça nous renvoie au travail qu'on est en train de faire avec les différents professionnels qui s'occupent des sourds et malentendants. On va retrouver un certain nombre de choses parce que sourds et malentendants, c'est très hétérogène, comme on le voit en travaillant avec les gens. Et donc, les personnes âgées sont déjà incluses dans la problématique des gens qui s'occupent des sourds et malentendants. Et puis les troubles cognitifs qui vont nous renvoyer au travail qu'on est en train de mener avec Santé Mentale France. Donc du coup, c'est quoi la spécificité d'être une personne âgée? Alors dans Vigilance, c'en est une, parce que dans Vigilance, on s'occupe des suicidants, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait une tentative de suicide, et on sait hélas que les personnes âgées, souvent elles font une tentative de suicide et pas deux, puisqu'elles meurent entre les deux. Donc c'est encore une autre problématique. Ce qu'on voit, parce qu'il y a un groupe spécifique qui s'est mis en place sur Vigilance, ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout l'importance d'une prévention primaire très forte, c'est-à-dire d'un repérage. Et donc là, c'est le travail avec les EHPAD. C'est la formation. Jean-Louis Terra est venu, au moins dans notre région, je le sais, puisque
c'était ma région, mais certainement dans d'autres régions, former pas mal de personnel d'EHPAD à l'évaluation, orientation du risque suicidaire. Donc ça, je pense que c'est une première action. Alors, vous voyez, ça ne dépend pas spécifiquement du 31-14, c'est tout l'axe formation. Et puis après, aujourd'hui, les Hauts-de-France, le centre régional de Lille couvre aussi Paris et la région parisienne. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en région parisienne, on s'est aperçu dès le début, et encore beaucoup aujourd'hui, que les gens qui nous appellent ont en moyenne plutôt 70 ans plutôt que 40 ans, contrairement à Paris. Et on voit beaucoup de personnes âgées avec une problématique d'isolement. Alors c'est un isolement au sein de la ville, c'est assez particulier. Et du coup, on a pas mal de personnes âgées. Et la vraie problématique différentielle qu'on a, c'est la solitude. La solitude avec toute la difficulté, et là Chantal le disait très très bien, c'est la nécessité d'une articulation très très forte avec le médico-social, le social et l'associatif de proximité. Merci beaucoup. Quelqu'un évoque le fait que les personnes qui sont isolées socialement, désinsérées, isolées également sont... Oui. Alors, une personne évoquait sur le chat les personnes qui sont isolées socialement, désinsérées, isolées également par la dépression, seront certainement plus difficiles à toucher. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Christophe, par exemple? Alors, c'est Chantal qui est la championne dans ce domaine. C'est-à-dire que, naïvement, moi je suis médecin depuis un petit paquet d'années à l'hôpital, là, ça commence à... Et naïvement, je pensais que la problématique de l'accès aux soins, c'était juste d'avoir une lumière et une porte ouverte. Et je me disais, une fois qu'il y a une lumière et une porte ouverte, les gens vont venir. Et le travail avec Chantal, et notamment avec les populations que tu viens de citer, toute la difficulté, c'est qu'on s'aperçoit que ça ne suffit pas d'avoir une porte ouverte et une lumière, il faut aller les chercher. Parce qu'il y a une question de légitimité. Ce sont souvent des gens qui ne se sentent pas légitimes. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de téléphone. Le côté technique fait partie aussi. La fracture numérique, ça fait vraiment partie aussi de l'accès aux soins. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette question de légitimité. Il y a une partie de la population, parmi les plus défavorisés financièrement, qui ne se considèrent pas légitimes, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on a créé des systèmes de soins, mais ce n'est pas fait pour eux. Et là, il y a un véritable enjeu, et c'est pour ça qu'on a créé un pôle entier qui est consacré à l'accessibilité du 31-14, et pôle dont Chantal a la responsabilité. Merci beaucoup. Juste pour rebondir sur l'accessibilité, on a une question qui nous demande si le dispositif est opérationnel sur le nord de l'Alsace, à Haguenau-Wissembourg. Non, on a exclu. On s'est dit non, on va exclure des petits morceaux. Non, il est accessible de tous les endroits où il y a un téléphone qui passe. En fait, la vraie limitation, c'est une limitation technique, c'est que si vous n'avez pas de réseau, vous ne pouvez pas appeler. Mais c'est valable pour tous. Non, il y a tout le territoire, à l'heure où on parle, tout le territoire français, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, mais qui a un statut très particulier au niveau santé, et de Tahiti, et Wallis et Futuna. Voilà, c'est les trois exceptions du territoire français. L'ensemble du territoire français est couvert par le 31-14, donc la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, c'est en cours, c'est bientôt Mayotte, en collaboration avec la Réunion. Donc non, le nord de l'Alsace n'est pas exclu. Merci beaucoup. Alors une question pour Catherine Pichenet. Si je souhaite être formé à la formation GEPS de niveau 1, donc le niveau Sentinelle, comment je procède concrètement? D'abord, il ne faut pas hésiter, parce que c'est une excellente formation, la formation Sentinelle, qui n'est pas une formation de professionnel, pas de professionnel de santé, en tout cas, je vais dire. Et il faut se tourner, alors soit s'inscrire à une formation déjà prévue sur le site GEPS Asso, formation, qui déroule un calendrier des formations qui sont déjà prévues, auxquelles vous pouvez vous inscrire individuellement.
Mais sinon, si vous êtes dans une institution, c'est en passant par la formation continue, à ce moment-là, la demande transite par l'ARS, par Lydiana Munroll, qu'on a vu tout à l'heure, qui la redispatche sur l'organisateur des formations. Merci, Dr Pichenet. Peut-être pour Christophe, on a une remarque sur le chat qui nous dit ce numéro de référence, donc le 3114, très accessible, risque de rencontrer un autre public. Et là, on parle éventuellement des familles endeuillées par le suicide, les témoins d'une tentative ou d'une mort par suicide, les familles, notamment les enfants, qui s'enferment dans le silence sans aide. Alors ça, c'est un véritable enjeu. C'est la postvention. Alors c'est un terme particulier, la postvention, parce que c'est la prévention après. Mais effectivement, alors il y a deux aspects dans ce que tu disais. Il y a l'aspect être témoin d'eux. Donc là, il y a aussi l'aspect psychotrauma. Et donc vous savez que l'année dernière, s'est déployé en France un certain nombre de centres régionaux du psychotrauma. Il y en a un à Strasbourg. Me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Je crois que le professeur Vidaillé est quelque part par là, donc il pourra peut-être valider ou non. Mais vous avez d'autres structures dans le Grand Est sur le psychotrauma, donc il me semble du côté de Metz, si je ne dis pas de bêtises aussi, spécialisées en particulier. Donc voilà, il y a cet aspect psychotrauma qui ne doit pas être négligé dans le fait d'être témoin, et je pense au personnel soignant qui peut être témoin de suicide à l'intérieur d'un service. Je pense aussi à des collègues de travail quand il y a un suicide au travail. Enfin voilà, il y a un aspect postvention sur le trauma et évidemment sur tout ce qui se passe autour du deuil après un suicide. Donc postvention individuelle et postvention collective. Donc postvention collective, il y a quelque chose qui existe, le programme Papageno, qui, me semble-t-il, a traduit cette année les recommandations, les exceptionnels travaux de nos amis québécois. Alors traduit, c'est pas parce que la langue est très différente, mais c'est parce qu'il faut traduire en termes de ressources. Vous savez qu'au Québec, ils ont des gens qui sont des travailleurs sociaux cliniciens, donc nous n'avons pas cette catégorie socio-professionnelle, donc il a bien fallu adapter. Et puis, il y a la postvention individuelle, et on a la chance d'avoir pu embarquer dans l'aventure le docteur Édouard Laune, et l'équipe lyonnaise qui est en train de mettre en place un module de formation à la postvention individuelle pour qu'on s'améliore de ce côté-là. Évidemment, ça fait partie des cibles, entre guillemets, du 3114, parce que ce sont... Comme l'a souligné celui qui a posé la question, ce sont des gens qui restent souvent seuls chez eux, qui refusent d'aller vers, en tous les cas, les structures de soins. Alors là, le rôle du médecin généraliste, il est très important. Je crois qu'il y a des médecins généralistes dans l'assistance. Ils le savent bien mieux que moi, puisque ce sont eux qui sont les premiers à recevoir ces familles endeuillées. Ce sont eux qui, souvent, spontanément, vont vers ces familles endeuillées. Ce que j'ai à leur dire à ces médecins généralistes, c'est que s'ils ont besoin, eux, d'être accompagnés pour accompagner ces familles, justement, on est là, et que cette formation à la postvention individuelle va être, à mon avis, très, très, très vite ouverte à nos collègues généralistes. Juste un petit complément d'information, Christophe, le centre du psychotraumatisme Lorraine Sud est à Nancy. Ah bah voilà, j'ai complètement loupé mon truc. Je m'en vais. Bonne nuit. Alors, tu évoquais les médecins généralistes et justement, il y a une question qui dit, en tant que médecin généraliste, est-ce que j'aurai un courrier du 3114 pour m'informer que mon patient l'a appelé le dispositif ? Et la deuxième question qui suit, c'est est-ce que je suis susceptible d'être appelé justement par le 3114, notamment pour m'informer de l'appel d'un de mes patients ? Alors le courrier, alors comment vous dire, comment répondre, avoir une réponse politiquement correcte ? C'est-à-dire que si on était un pays qui avait pris la mesure de l'importance de l'informatisation il y a 20 ans, je pense qu'on serait en état de correspondre assez vite les uns les autres. Alors il y a un rattrapage qui est en train de se faire aujourd'hui, donc si c'est un collègue médecin qui pose la question, vous savez qu'il y a la mise en place de ce système d'information, ce qu'on appelle les e-parcours, qui vont faciliter nos relations.
Donc là, on va pouvoir, dès que les e-parcours seront en place et opérationnels et avec des articulations avec le SI 3114, on peut imaginer qu'il y ait un certain nombre de choses semi-automatiques, parce que les flux sont très très importants. Pour vous dire, on a reçu sur l'ensemble de la France en 3 mois 40 000 appels, donc ça fait en gros une moyenne de 350 appels par jour. Vous imaginez bien que c'est très compliqué pour envoyer des courriers. On aimerait bien, honnêtement. On a essayé de le faire de façon systématique dans tous les Vigilances de France. Je sais que chez vous, Vigilance le fait aussi. C'est déjà ça, mais on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc ça, c'était pour la première partie. Il va falloir attendre, à mon avis, avant qu'on puisse avoir des liens comme ça. Je vais vous dire tout bêtement, quand il y a un envoi de moyens, par exemple sur la région parisienne, on n'a pas de retour, nous, de ce qui s'est passé dans le SAMU. Donc on ne peut pas vous donner un retour qu'on n'a pas nous-mêmes. L'autre chose, est-ce que vous êtes susceptible d'être appelé par le 3114 ? Ah oui, messieurs les généralistes, les généralistes, vous êtes... pour nous, les interlocuteurs de première ligne. Donc, c'est vers vous qu'on va se tourner pour élaborer, en dehors de l'urgence urgentissime, où là, on va se tourner vers un régulateur, mais c'est vers vous qu'on va se tourner pour essayer de trouver une stratégie qui convienne à tout le monde. Vous et puis l'équipe psychiatrique traitante, s'il y en a une. Merci Christophe. Alors l'une des dernières questions, parce qu'il est déjà 20h23, c'est la question d'un soignant et qui vient aussi rebondir, parce que tu avais évoqué le dossier qui était effectué par le DNPS. Est-ce que le dossier justement est connecté au dossier médical partagé ? Alors, pas encore. En fait, il y a deux choses. Le temps qui était imparti pour l'installation du 3114 ne permettait pas de concevoir un système d'information connecté avec les e-parcours. D'abord, je ne dis pas le e-parcours, je dis le e-parcours parce que d'un point de vue technique, il va exister en France 4 e-parcours pour des raisons techniques. Et que tous les e-parcours ne sont pas au même niveau de maturité. Celui de votre région, il commence à être pas mal parce que c'est le même que celui de ma région, donc c'est facile. Et que ce e-parcours, donc la colonne vertébrale du e-parcours a été bien pensée et techniquement est déjà opérationnelle, mais les modules qui vont se brancher n'ont pas été anticipés, puisque par définition, c'est quelque chose qui va évoluer et qui va s'enrichir au fur et à mesure. Donc, on ne pouvait pas attendre ça. Donc, on a un système d'information qui est autonome. Il y a aussi la deuxième question, c'est de passer toutes les barrières RGPD, enfin, c'est les normes qui sont données en termes de cybersécurité, en termes de protection des données aussi. Il ne faut pas oublier que nous avons, vous le savez, nous avons accès à des données très intimes. On a très rapidement accès à la sexualité de nos patients, accès à leurs convictions religieuses, voire quelquefois leurs convictions politiques. On a quand même, en plus de nos données sanitaires globales, donc on a vraiment des données qui sont très, très, très sensibles, donc qui doivent être très, très, très bien protégées. Et que on n'avait pas le temps de faire tout ça connecté au e-parcours. Par contre, dans un deuxième temps, ça fait partie évidemment des préoccupations qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire une connexion avec le e-parcours, mais tout comme une connexion beaucoup plus directe avec le SI SAMU, par exemple. Voilà, donc oui, dans un deuxième temps, pas aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe. On va laisser la main à Madame Arielle Brunner. Ah, il y a encore une question, une dernière peut-être. Alors, est-ce que le risque de suicide pourrait être intégré dans les programmes de gestes qui sauvent la population générale ? Les gestes de secours, quoi. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est le recours au numéro pourrait en faire partie. Quels sont les premiers secours psychiatriques ou psychologiques ? Catherine est la plus à même à répondre. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est national, c'est pas propre
au Grand Est. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des gestes qui sauvent, incontestablement, de faire le 31-14. C'était en tant que spécialiste de la formation. C'était pour ça. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser la parole pour terminer au docteur Ariel Brunner. Merci beaucoup. Merci du coup de me présenter, parce que j'ai oublié de le faire en début de réunion. Donc merci de le faire à cette occasion. Merci à tous de votre présence ce soir, de vos questions nombreuses. Merci à nos intervenants, l'équipe nationale et l'équipe régionale qui nous ont permis ce soir, en tout cas, d'être plus au clair sur l'organisation de ce dispositif, de ce numéro, articulation nationale, régionale, et finalement l'importance d'avoir aujourd'hui ce numéro qu'on a attendu beaucoup, et finalement l'importance aujourd'hui pour répondre aux besoins de la population. Donc je le rappelle, mais ça a été dit, mais je le rappelle en synthèse, c'est une des modalités de la réponse dans le cadre de la stratégie de prévention du suicide. Et cette réponse, bien sûr, elle s'intègre totalement dans la stratégie régionale qui est mise en place dans ce cadre. Et elle s'articule pleinement avec les autres réponses et l'ensemble des réponses finalement qui sont apportées par les professionnels de santé. Donc merci encore, vous aurez les présentations et nous ferons en sorte également que le webinaire puisse être accessible sur notre site internet. Donc nous faisons cela au mieux pour que vous puissiez y avoir accès et que ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir puissent accéder aux échanges. Merci encore, très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.